Au moment de la fin, le luciférisme l'emportera sur toutes les autres croyances religieuses. Satan sera vénéré comme un dieu et sa progéniture hybride, Apollon, comme le Fils de Dieu et le véritable sauveur de l'humanité. À la place des croix, des menorahs et des croissants, le symbole du dragon et du soleil, l'emblème d'Apollon, ornera les églises, temples et mosquées des nations, faisant régresser l'humanité à l'idolâtrie la plus ancienne. Les adeptes de l'occulte ont toujours su que le règne de Lucifer et l'aube d'un nouvel âge d'or ne commencerait que lorsque son fils Apollon sera assis sur le trône d'un empire mondial. Tel qu'établi dans d'autres épisodes de cette série, le dragon ne peut pas lui-même occuper un trône humain ni forcer l'humanité à l'adorer ou à obéir à ses ordres. Son influence est plutôt exercée par des intermédiaires humains. Si les citoyens de la Terre doivent être entraînés dans une guerre cinétique avec le roi du ciel, Yahvé, alors l'autorité de l'humanité doit être consolidée entre les mains d'un leader unique, ce qui est précisément ce que les princes dragons veulent obliger leurs fils hybrides à faire. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. La construction humain-hybride de l'Empire de la Bête est prédite dans le 2e chapitre de Daniel, où l'on trouve le roi Nabuchodonosor irrité par le rêve d'une statue imposante dont la tête est faite d'or, la poitrine et les bras en argent, la partie médiane en bronze, les jambes et les pieds en fer, avec 10 orteils de fer mêlés à de l'argile. Daniel explique au roi que la statue signifie 5 empires qui allaient s'élever pour dominer le monde connu. Avec le recul, on a pu confirmer l'exactitude étonnante du rêve de Nabuchodonosor et parvenir à un consensus général sur ce que représentent ces métaux. Évidemment, la tête d'or représente l'Empire babylonien. Le duo de la poitrine et des bras coulés en argent est symbolique de l'Empire médo-perse. La partie centrale en bronze, c'est l'Empire grec. Les jambes en fer sont une représentation appropriée de l'Empire romain qui fut finalement divisé entre l'Est et l'Ouest. Et les pieds en fer mélangés à l'argile expriment parfaitement la continuité de Rome, qui, bien que fracturée, n'a jamais été conquise, mais plutôt redistribuée dans le complexe multiculturel européen des nations du Saint-Empire romain germanique. L'empire final, représenté par les pieds de la statue avec 5 orteils sur chaque pied, correspond à la bête de l'Apocalypse et à ses 10 cornes, représentant 10 rois qui se lèveront pour régner sur la terre à la fin de l'âge. Mais tout comme les 5 paires de jumeaux qui régnaient sur Atlantis, aucun roi humain ordinaire ne régnera dans cet empire ultime. Les pieds et les orteils de la statue sont composés de fer mélangé à de l'argile. L'argile de potier est symbolique de la race humaine. Mais maintenant, ô Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es notre potier, disait le prophète Ésaïe. La signification de la métaphore du fer mêlé à l'argile du potier est double. Premièrement, il représente le Saint-Empire romain germanique qui, en raison de sa composition culturellement hétérogène, se mélange comme le fer avec de l'argile, en partie solide et en partie fragile. Daniel nous dit « Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. » Mais l'interprétation de Daniel ne s'arrête pas là. Il poursuit. « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. » En anglais, on dit « seeds », des semences humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile.
La seconde signification du fer mêlé à l'argile du potier peut être discernée dans la déclaration « Ils se mêleront à la semence des hommes », qui fait référence aux 10 rois de l'Empire de la Bête. Se mêler à la semence des hommes rappelle le métissage des veilleurs qui ont engendré une descendance hybride avec des femmes humaines. On insinue l'idée que les citoyens de l'Empire de la Bête seront aussi des êtres hybrides qui vont descendre du ciel pour sauver l'humanité et régner sur la terre à leur place. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes dans divers endroits, ainsi que des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Jésus a dit qu'à la fin de l'âge, il y aura des visions effrayantes dans le ciel. Dans la version grecque originale du texte, le mot « apo » décrit des choses qui descendent des cieux, et non pas dans le ciel, mais qui descendent des cieux. Et le mot « grand », mégas, signifie « en grand nombre ». En fait, c'est une des significations que ce mot peut avoir. Donc, ce verset nous avertit qu'au temps de la fin, les gens seront terrifiés parce qu'ils verront des choses descendre des cieux en grand nombre. C'est littéralement ce que ce verset dit lorsqu'on le traduit selon un des sens des mots que Strong nous offre. Donc, le mot grec utilisé aussi pour frayeur est phobétron. C'est un nom pour décrire des choses ou des êtres horribles, effrayants, monstrueuses. L'avertissement pourrait donc se lire ainsi. Vous saurez que vous êtes arrivé à la fin lorsque des êtres monstrueux commenceront à descendre des cieux en grand nombre, causant la terreur. N'est-ce pas révélateur? À la fin des années 1800, les journaux américains et européens ont commencé à publier des articles sensationnalistes présentant des témoignages oculaires de machines volantes extraordinaires apparaissant soudainement dans le ciel. Surnommés engins mystérieux par la presse, les spéculations allaient bon train concernant la technologie qui les alimentait et les êtres qui les pilotaient. Les témoignages concernant des mystérieux engins volants ont persisté jusqu'au 20e siècle. Ce que l'on croyait être des dirigeables était maintenant décrit comme des objets métalliques brillants en forme de sphères, de disques, de cloches, de noix ou de cigares. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes de chasse et de bombardiers étaient souvent poursuivis par d'inexplicables sphères de lumière. Les orbes, officiellement désignés Foo Fighters par les aviateurs, était une cause d'inquiétude au sein des services de renseignement de l'armée, qui craignaient que l'ennemi avait inventé une arme secrète contre laquelle il n'existerait évidemment aucune défense. Bien que le phénomène Foo Fighters a été largement couvert par la presse, ce n'est qu'après la guerre que les ovnis ont commencé à prendre leur forme familière. En juin 1947, lors d'un vol de routine au-dessus du mont Rainier, le pilote chevronné Kenneth Arnold a aperçu 9 objets en forme de boomerang traversant l'atmosphère à haute altitude comme une soucoupe ricochant à la surface de l'eau. Ces objets seront décrits plus tard dans les journaux comme des soucoupes volantes. En juillet de la même année, le Roswell Daily Record de Roswell au Nouveau-Mexique a publié un titre étonnant annonçant « La RAAF capture une soucoupe volante dans un ranch de la région de Roswell ». L'article était basé sur un communiqué de presse officiel des forces aériennes de l'armée américaine, annonçant la récupération d'un disque volant d'origine inconnue qui s'était écrasé. Le communiqué de presse a été immédiatement retiré et remplacé par une histoire douteuse à propos d'un ballon-sonde, mais non sans avoir suscité l'intérêt du pays. La dissimulation flagrante de l'armée a attisé les flammes de la théorie du complot sur les ovnis, installant la soucoupe volante comme un élément permanent dans la culture populaire.
L'une des légendes les plus intrigantes et les plus anciennes de l'ufologie concerne une réunion qui aurait eu lieu entre le président Dwight Eisenhower et une délégation d'extraterrestres gris au milieu des années 50. Aussi incroyable que ça puisse paraître, l'incident est considéré comme hautement plausible par des personnes bien informées. Des ufologues bien documentés ont confirmé cette hypothèse, qui a été aussi corroborée par plusieurs personnalités notables, y compris Bill Cooper, qui a servi comme membre d'une équipe du renseignement dans la marine des États-Unis. Cooper et d'autres affirment que le rendez-vous avec les gris a eu lieu en 1954 sur la base aérienne d'Edwards, en Californie du Sud. Il relate l'incident dans son livre controversé « Behold a Pale Horse » et dit « La base a été fermée pendant 3 jours et personne n'était autorisé à y entrer ou à en sortir pendant cette période. L'événement historique avait été planifié à l'avance. Les détails d'un traité avaient été convenus aussi à l'avance. Eisenhower avait prévu de passer ses vacances à Palm Springs. Le jour convenu, le président fut conduit en toute hâte à la base. Il a donné à la presse l'excuse qu'il était en visite chez le dentiste. On a plein de détails ici. Des témoins de l'événement ont déclaré que 3 ovnis ont survolé la zone, puis ont atterri. Toujours selon le récit de Bill Cooper. Le président Eisenhower a rencontré les extraterrestres le 20 février 1954 et un traité formel entre la nation étrangère et les États-Unis d'Amérique a été signé. Le traité stipulait que les extraterrestres ne s'immisceraient pas dans nos affaires et nous n'interférerions pas non plus dans les leurs. Nous maintiendrions leur présence sur Terre secrète. En échange, ils nous fourniraient une technologie de pointe et nous aideraient à progresser dans notre développement technologique. Ils ne concluraient pas de traité avec aucune autre nation de la Terre. De leur côté, ils pourraient enlever des humains de manière limitée et périodique dans le but d'examens médicaux et de suivi de notre développement, à condition que les humains ne soient pas blessés, seraient renvoyés à leur point d'enlèvement et n'auraient aucun souvenir de l'événement et que la nation étrangère fournirait à Majesty 12, le fameux MJ12, une liste de tous les humains contactés et des personnes enlevées de façon régulière. Il va sans dire que les extraterrestres n'ont jamais fourni de liste des personnes qu'ils ont enlevées à MJ12. En revanche, nous avons bien reçu des artefacts technologiques en échange. Donc, à la suite de l'incident de Roswell, une profusion de récits liés aux ovnis a commencé à apparaître dans les livres, à la radio, la télévision, au cinéma. Mais, à mesure que l'intérêt du public pour les ovnis augmentait, le gouvernement s'est retranché plus profondément dans sa politique de non-divulgation, c'est-à-dire jusqu'à récemment. Après 70 ans de déni systématique, d'obscurcissement, de persécution des lanceurs d'alerte et de secrets agressivement gardés, plusieurs personnes ont péri pour avoir tenté de divulguer leur présence, le Pentagone rompt finalement son vœu de silence. Le 17 décembre 2017, le New York Times a publié un article intégrant la diffusion d'une vidéo censée être des images capturées par la caméra de l'arme à feu d'un avion de chasse F-18 Super Hornet qui a capturé un ovni en forme de tic-tac se déplaçant à des vitesses impossibles. L'article affirmait que la vidéo provenait d'une fuite de documents d'un programme militaire jusque-là secret. Le programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, ou AATIP, qui enquête et suit les UAP, ou phénomènes aériens non identifiés, depuis 2007. Le Pentagone a initialement refusé de commenter l'incident du Nimitz, qui est nommé d'après le porte-avions qui a dépêché le F-18, jusqu'en septembre 2019, alors que la marine annonce que les images étaient authentiques. Ensuite, en avril 2020,
le département américain de la Défense a pris la décision extraordinaire de publier officiellement 3 vidéos d'OVNI, dont celle mentionnée dans l'article du New York Times de 2017, avec l'aveu stupéfiant que le phénomène représente la réalité et par conséquent une menace potentielle. C'était la toute première reconnaissance explicite de l'existence des soucoupes volantes par l'armée américaine depuis le communiqué de presse rétracté de Roswell en 1947. Ensuite, en juillet de la même année, le New York Times a publié un autre article explosif qui comprenait le témoignage de l'astrophysicien Eric W. Davis, qui a affirmé avoir examiné des matériaux récupérés sur des véhicules extraterrestres n'ayant pas été créés sur cette Terre. M. Davis a déclaré au Times qu'il avait mené des séances classifiées sur la récupération d'objets non identifiés au Comité sénatorial des Forces armées et Comité sénatorial du renseignement en octobre 2019. Les affirmations de M. Davis n'ont pas été contestées par les membres du personnel du comité ou par le Pentagone. Finalement, en novembre 2025, tout récemment, un documentaire intitulé The Age of Disclosure a été présenté au public dans lequel 34 membres seniors appartenant au gouvernement américain, à l'armée, à la communauté de renseignement, révèlent la dissimulation de l'existence d'une vie intelligente non humaine et de l'existence de programmes secrets pour la rétro-ingénierie d'une technologie d'origine non humaine. À la lumière de ces récents développements, nous pouvons enfin déclarer une fois pour toutes que la controverse entourant l'existence de la vie extraterrestre est terminée, tel que l'ancien ministre canadien de la Défense, Paul Hellyer, aimait à le dire. Les ovnis sont aussi réels que les avions qui passent au-dessus de votre tête. L'aveu du gouvernement selon lequel les ovnis sont réels est essentiellement une confession qu'ils sont impuissants à inhiber une faction extraterrestre d'origine inconnue du trafic aérien qui se déplace au-dessus de nos villes avec du matériel technologique de pointe insondable. Certains chercheurs, et en particulier dans la communauté évangélique, affirment que les ovnis ne constituent pas un phénomène physique, mais un phénomène surnaturel. Autrement dit, les ovnis ne sont pas matériels, mais plutôt des illusions métaphysiques sophistiquées. Ces théories sont sans fondement, sans preuve et ne sont pas logiques, parce que la nature physique de ces phénomènes ne fait pas l'objet de contestation parmi les responsables militaires qui sont concernés par les menaces aérospatiales avancées. Les ovnis sont souvent détectés par radar avant d'être pourchassés par des pilotes de chasse qui s'approchent suffisamment pour les apercevoir visuellement. La détection au radar est une caractéristique importante du phénomène, car elle prouve au-delà de tout doute que les ovnis sont des objets physiques. Pour le Pentagone, la question cruciale n'est pas de débattre de la nature physique des engins, mais de connaître la nature et l'intention des êtres qui les pilotent. Au cours des décennies qui ont suivi l'incident de Roswell, l'enquête au sujet des ovnis se limitait en grande partie aux récits ambivalents de témoins oculaires dont beaucoup se sont avérés avoir des explications banales. Les ufologues ont passé la majeure partie de leur temps à examiner des montagnes de rapports d'observation de lumière dans le ciel et d'objets lointains non identifiables planant au-dessus des observateurs occasionnels. De temps à autre, un joyau sortait du lot, révélant, ne serait-ce que pour un instant fugace, la minuscule figure des êtres qui pilotaient le vaisseau. Ces incidents impliquaient généralement des vaisseaux en forme de soucoupe, illuminés de lumière de couleur vive, atterrissant dans des endroits reculés, suivis d'un bref débarquement de leurs occupants. Mais de tels cas étaient rares et presque impossibles à vérifier. Donc, en bref, les chercheurs disposaient d'une quantité considérable de données relatives aux observations d'OVNI, mais presque rien concernant les êtres ou les objets qui se trouvaient à l'intérieur. Jusqu'au début des années 80, lorsque des cas d'enlèvement extraterrestre ont commencé à faire surface et à se multiplier.
Le phénomène d'enlèvement extraterrestre est la chose la plus importante qui se soit produite sur la planète Terre. Mais c'est aussi la plus mal comprise et la plus complexe de l'ufologie. De nombreux chercheurs, pourtant bien intentionnés, commettent souvent l'erreur de confondre personnes contactées et personnes enlevées. Les personnes contactées sont des individus qui affirment être en contact avec des extraterrestres, de qui ils recevraient des prétendus messages importants pour l'humanité concernant des événements futurs ou des préceptes spirituels, souvent hostiles aux doctrines bibliques. Donc, ces contactés sont la plupart du temps des adeptes du Nouvel Âge, de l'occultisme ou du spiritualisme. Internet regorge de récits populaires de rencontres extraterrestres impliquant des entités de toutes formes et de toute taille. Un nombre croissant de personnes affirment être en contact permanent avec des êtres extraterrestres bienveillants qui les amènent faire des tours dans leur soucoupe et leur envoient des messages par communication télépathique. Certains se qualifient même de semences d'étoiles, ce qui signifie qu'elles ne sont pas entièrement humaines, mais la progéniture hybride d'êtres extraterrestres. Des ambassadeurs choisis de la lumière galactique nés dans le monde afin d'élever la conscience de l'humanité et de combler le fossé entre les deux espèces qu'ils représentent. Que de telles croyances inculquent un sentiment de but transcendant aux individus qui les détiennent n'a absolument rien à voir avec le véritable agenda secret, systématique et néfaste du phénomène des enlèvements extraterrestres. Les personnes contactées sont un phénomène culturel des années 40 qui s'est accentué dans les années 60. Plusieurs personnalités ayant été en contact avec des extraterrestres sont devenues des noms familiers, comme Richard Glenn ou encore Raël, ce gourou qui prétendait avoir reçu le mandat de construire une ambassade pour les accueillir et affirmait être en contact permanent avec une race extraterrestre humanoïde qui lui offrait fréquemment des aventures fantastiques à bord de leur soucoupe volante. Naturellement, le phénomène qui comprenait le channeling spirituel a été adopté par le New Age, où il est encore pratiqué aujourd'hui. Les personnes contactées se prennent pour des ambassadeurs de l'amour et de la lumière qui transmettent des communications télépathiques d'extraterrestres bienveillants, généralement transcrites par écriture automatique. Ces personnes cherchent à attirer l'attention. Elles publient souvent des livres et s'expriment publiquement lors de conférences au sujet de leurs expériences, sans toutefois fournir la moindre preuve vérifiable. Aucun ufologue digne de ce nom prend le phénomène des contactés au sérieux. Au mieux, c'est une forme d'auto-illusion de la part d'individus en quête de validation. Au pire, il s'agit tout simplement de divination et de relations avec des démons. Le phénomène des personnes contactées n'a absolument rien à voir avec le phénomène d'enlèvement, et les deux ne doivent pas être confondus. Depuis plus d'un siècle, des centaines de millions de personnes dans le monde ont été enlevées et sont encore systématiquement enlevées par des entités non humaines et incorporées involontairement dans un programme structuré et clandestin de reproduction. Les personnes enlevées sont des victimes. La publicité est la dernière chose qu'ils souhaitent. Ils sont généralement trop effrayés et gênés pour partager leurs expériences et à juste titre. Ils n'ont rien à gagner et tout à perdre. Les personnes enlevées qui sont disposées à partager leurs expériences dans des publications le font généralement sous un pseudonyme pour dissimuler leur identité. Interrogées par des professionnels compétents, ces personnes enlevées racontent la même histoire générale avec un ensemble de détails de base communs, même si la plupart d'entre eux ne connaissent absolument rien aux recherches sur le sujet de l'enlèvement et s'intéressent relativement peu aux ovnis. Les personnes enlevées appartiennent à tous les milieux sociaux, des ouvriers aux cadres, des avocats, ingénieurs, médecins, politiciens, athlètes professionnels, des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des athées, des agnostiques et autres.
le phénomène des enlèvements transcende tous les clivages sociaux, politiques et religieux, éducatifs, intellectuels, économiques, raciaux, ethniques et géographiques. Le Dr David Jacobs, chercheur de renom spécialisé dans les enlèvements, écrit « Le phénomène est mondial. On décrit les mêmes choses avec le même niveau de détail, quelles que soient les différences culturelles. » Récemment retraité de son poste de professeur d'histoire à l'Université Temple, le Dr Jacobs, ainsi que ses éminents collègues tels que le professeur John Mack de l'Université de Harvard, a consacré sa carrière à l'étude scientifique du phénomène des enlèvements. Après avoir mené des milliers d'entretiens et d'enquêtes, ces hommes, ainsi que d'autres chercheurs qualifiés, ont conclu que les enlèvements extraterrestres et le programme de reproduction qu'il implique est pour beaucoup de gens une réalité aussi banale que de se lever le matin et aller travailler. La réalité de l'enlèvement, lorsqu'elle est correctement étudiée, n'est pas un domaine de fantasme New Age ou de conclusions sans fondement. Il s'agit au contraire d'une réalité fondée sur des preuves, des témoignages corroboratifs et des faits vérifiables qui n'ont jamais pu être réfutés. En tant que psychiatre, le Dr Mack était particulièrement qualifié pour évaluer les témoignages des personnes enlevées par des extraterrestres et les comparer avec tous les troubles psychologiques connus. Il insiste sur le fait que la majorité des personnes enlevées étaient des individus sains d'esprit, des gens ordinaires qui étaient soumis involontairement aux circonstances extraordinaires d'un phénomène qu'ils ne pouvaient ni contrôler ni éviter. En tant qu'historien, le Dr Jacobs a été formé à analyser méthodiquement les événements de manière séquentielle, d'un point de vue pragmatique et impartial. Il a proposé une liste de faits dont il faut tenir compte dans la formulation d'une explication alternative qui cherche à réfuter la réalité physique du phénomène. Sa liste comprend les éléments suivants. Lorsqu'une personne est enlevée, elle est physiquement portée disparue de son environnement normal. Il arrive que des personnes soient enlevées en groupe et peuvent confirmer les rapports les uns des autres. Il arrive que des témoins assistent à des enlèvements. Lorsqu'ils sont ramenés dans leur environnement normal après un enlèvement, les gens présentent souvent des marques, des coupures, des ecchymoses, des fractures et même des cicatrices complètement formées, une impossibilité biologique, qui n'étaient pas présentes avant l'enlèvement. Lorsque les gens reviennent, leurs vêtements sont parfois mis à l'envers, ou il arrive qu'ils portent les vêtements de quelqu'un d'autre. Dans ces cas-là, ils se souviennent clairement de s'être habillés correctement avant l'enlèvement. La plupart des récits des personnes enlevées n'ont aucun précédent dans la culture populaire. Les événements peuvent se produire à toute heure du jour et de la nuit, selon l'accès aux personnes enlevées et au moment où leur absence sera le moins remarquée. Les personnes enlevées n'ont pas besoin de dormir. Les enlèvements commencent dans l'enfance et se poursuivent à des fréquences variées jusqu'à un âge avancé. Le phénomène d'enlèvement est intergénérationnel. Les enfants des personnes enlevées déclarent souvent elles-mêmes avoir été enlevées, tout comme leurs propres enfants. Et finalement, les enlèvements ne sont pas liés à l'alcool ou aux drogues. Mack et Jacobs soulignent tous deux que la plupart des personnes qui ont été enlevées ont peur d'être enlevées et souhaitent ardemment que cette situation prenne fin. Ils notent également que beaucoup de ceux qui cherchent de l'aide pour comprendre ce qui leur arrive sont des professionnels productifs dans leur milieu qui témoignent contre leur propre intérêt, sachant pertinemment que si leurs collègues apprenaient ce qui leur arrive, leur carrière en serait compromise. Donc, ils n'ont rien à gagner. Contrairement aux observations sporadiques et imprévisibles d'OVNI, le phénomène d'enlèvement se prête à l'analyse scientifique précisément en raison des procédures systématiques et prévisibles qui sont généralement rapportées par les personnes enlevées partout dans le monde. Et ces témoignages sont corroborés par des détails remarquables.
Dans son livre Secret Life, First-Hand Documented Accounts of UFO Abductions, Jacobs décrit le prélude classique d'un épisode d'enlèvement. Une femme, sans se douter de rien, se trouve dans sa chambre et se prépare à se mettre au lit. Elle se couche, lit un livre pendant un moment, éteint la lumière et s'endort paisiblement pour une nuit de sommeil. Au milieu de la nuit, elle se retourne et se couche sur le dos. Elle est réveillée par une lumière qui semble briller dans sa chambre. La lumière bouge, se dirige vers son lit et prend la forme d'un petit homme au crâne chauve avec de grands yeux noirs. Elle est terrifiée. Elle veut courir, mais elle ne peut pas bouger. Elle veut crier, mais elle ne le peut pas. L'homme s'approche d'elle et la regarde intensément dans les yeux. Soudain, elle se calme et elle sait que l'homme ne va pas lui faire de mal. C'est le début typique d'un enlèvement. Pratiquement toutes les personnes enlevées ont vécu ça. Dès les premières secondes d'un enlèvement, rien ne relève du domaine de l'expérience humaine normale. C'est une plongée instantanée dans l'étrange et le fantomatique. Une fois l'événement commencé, les humains sont impuissants à y mettre fin. Une fois terminé, la plupart des victimes ne s'en souviennent plus et n'ont aucun sentiment d'avoir été absentes malgré ce que les horloges indiquent, ne laissant aucune place au doute. Le docteur Jacobs poursuit. Une fois que la personne enlevée a été transportée à bord d'un vaisseau extraterrestre, les premières expériences commencent. Ceci implique des examens physiques et psychologiques et des procédures de reproduction visant la production d'une progéniture. Les extraterrestres amènent la personne enlevée dans la salle d'examen principale. Bien que désorientée, elle peut encore observer ce qui se passe dans la pièce. Elle voit des êtres à l'apparence effrayante, occupés à leurs tâches, ne prêtant apparemment aucune attention à elle. Mais d'autres extraterrestres l'attendent. Ils sont petits, environ 1 mètre à 1,20 m. Ces petits êtres sont généralement gris, beige, blanc pâle, non caucasien ou incolores. Ils ont le crâne chauve et bulbeux, leurs yeux immenses ne possèdent pas de pupilles ni de cornée. Le nez est absent ou si fin qu'il est pratiquement imperceptible, et la petite fente qui leur tient lieu de bouche ne bouge pas. Ils n'ont pas d'oreilles. Leurs corps sont très minces. Ils ne semblent pas porter de vêtements ou alors ceux-ci sont moulants. La salle d'examen est petite et circulaire avec un rebord autour du périmètre qui semble faire partie intégrante du mur. Parfois des appareils ou des machines sont dans la pièce, souvent fixés au mur ou au plafond. L'éclairage de la pièce est diffus. Il peut varier de vif à faible, mais la source de l'éclairage est invisible. La pièce entière ressemble beaucoup à une salle d'opération d'hôpital. Elle est pratique et fonctionnelle. L'ambiance est soignée et propre. Les couleurs dominantes des murs et du sol sont blanc et gris métallique. L'élément central de la pièce est une table. Elle est faite d'un matériau métallique ou d'un type de plastique et soutenue par un piédestal. Autour de la table sont disposés des chariots contenant des instruments et autres dispositifs. Dans une petite salle, il peut y avoir 1 à 4 tables et jusqu'à 200 dans une grande salle. Lorsque les extraterrestres escortent la personne enlevée dans une très grande pièce, elle passe silencieusement devant d'autres tables où des humains nus sont allongés en rangée à différents stades d'examen. Un étrange silence règne. On n'entend que le cliquetis des instruments, le frottement des pieds et quelques gémissements occasionnels de la part des victimes. Les petits êtres conduisent la personne enlevée à une table et, si elle est encore habillée, l'aident à se déshabiller. Ils laissent leurs vêtements tomber au sol ou ils y restent pendant la durée de l'expérience. La personne monte ensuite sur la table et s'allonge. Ce qui suit, comme Jacobs et Max et d'autres l'ont compris, n'est pas un examen, mais un programme d'hybridation réalisé en une série d'étapes qui se répètent tout au long de la vie d'une personne enlevée.
Comme le programme est de nature reproductive, les procédures diffèrent pour les hommes et les femmes. On prélève généralement le sperme chez les hommes, qui sont parfois aussi contraints d'avoir des rapports sexuels avec des femmes hybrides extraterrestres humaines. Les femmes, quant à elles, subissent généralement une extraction d'ovocytes et sont soumises à des interventions plus invasives relatives à leurs organes reproducteurs internes. Les ovules sont fécondés in vitro avec le sperme, explique le Dr Jacobs, et le zygote est modifié d'une manière ou d'une autre pour créer un hybride. Les extraterrestres implantent l'embryon modifié lors d'un autre enlèvement. Entre 9 et 11 semaines après l'implantation, lorsque la grossesse des femmes commence à paraître, les extraterrestres extraient le fœtus et le placent dans un bassin de gestation rempli de solutions nutritives liquides. Finalement, ils retirent les bébés complètement développés des réservoirs. Les personnes enlevées et les hybrides aident ensuite à éduquer le nouvel hybride. Les personnes enlevées sont tenues d'interagir avec les enfants de l'enfance à l'âge adulte. Ils prennent les bébés hybrides dans leurs bras et les nourrissent. Ils jouent avec les tout-petits, interagissent avec les adolescents et leur enseignent les modalités de la vie sur Terre. Les êtres qui pratiquent ces interventions sont connus sous le nom de gris en raison du teint grisâtre pâle de leur peau. Ils sont typiques des figures extraterrestres classiques et emblématiques de la culture populaire. Un crâne volumineux et bulbeux qui se termine par un menton en pointe avec des petites indentations à la place des oreilles et des narines et une fente pour bouche. Leur caractéristique la plus marquante, évoquée avec un frisson par tous les enlevés, ce sont leurs yeux noirs, profonds, en forme d'amande, qui couvrent presque toute la largeur de leur tête. Les gris existent en deux tailles, petites et grandes. Les petits gris mesurent environ 1 mètre à 1,5 mètre. Leur corps élancé est situé de manière plutôt maladroite sous leur tête disproportionnée. Les grands gris sont presque identiques, sauf qu'ils mesurent de 4 à 4 pieds et demi de hauteur. L'attitude des extraterrestres gris est impassible et robotique. Ils n'affichent pas le moindre signe d'émotion, même lorsque les personnes enlevées sont moins coopératives. Ils s'acquittent de leurs tâches comme des automates, consciencieusement, remplissant leur rôle de main-d'œuvre dans le programme d'enlèvement. Les gris sont envoyés chercher les personnes enlevées et les escortent jusqu'au vaisseau extraterrestre pour le traitement, qui est méthodique et ordonné. Ils effectuent toutes les tâches subalternes à bord, y compris les procédures liées à la production des hybrides. Mais ils ne sont pas les seuls êtres présents à bord du vaisseau. Une hiérarchie de races se manifeste parmi les extraterrestres. Les gris semblent être soumis à une race d'entités plus exotiques aux caractéristiques totalement inhumaines. Ces créatures, que Jacobs nomme insectoïdes, ont été décrites par les personnes enlevées comme ayant des têtes ressemblant à des mantes religieuses, avec de grands yeux en amande pointant en diagonale vers le bas de leur visage, qui se terminent par une bouche fine sans lèvres plutôt que par un menton. Comme les gris, les insectoïdes ont un teint grisâtre pâle, mais contrairement à leurs minuscules subalternes, ils mesurent plus de 6 pieds. Leurs bras et leurs jambes, ils en ont 2 de chaque, sont longs et fins, tout comme leurs doigts. Les gris et les insectoïdes portent tous deux un vêtement ajusté presque indiscernable de leur chair. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les insectoïdes sont parfois drapés de capes à col montant, encerclant leur cou fin. Ce sont les commandants à bord du vaisseau extraterrestre et les responsables du programme d'enlèvement. Il n'est pas clairement établi s'ils sont les instigateurs du programme. Toute communication entre les races extraterrestres et leurs captifs humains est télépathique. Les extraterrestres ne parlent pas avec leur bouche et ne vocalisent pas leurs pensées de manière audible. Ils les projettent plutôt, comme une onde radio, dans l'esprit des personnes enlevées. Je crois que la capacité de communication télépathique est inhérente, mais latente chez les humains.
Nous pouvons encore recevoir et émettre des signaux cérébraux, mais nous avons perdu l'habileté à les régler et à les interpréter. La probabilité d'être victime d'enlèvement pourrait très bien être liée à des antécédents familiaux dans lesquels cette faculté psychique est plus développée. De nombreuses personnes affirmant avoir été enlevées disent avoir reçu des capacités télépathiques de la part des extraterrestres. Il est plus probable qu'ils ont été choisis précisément en raison de leur prédisposition à la télépathie, qui n'a été qu'activée par leur ravisseur. Les capacités télépathiques exceptionnelles des extraterrestres facilitent non seulement la communication avec les personnes enlevées, mais aussi leur contrôle sur elles. Les gris et les insectoïdes ont le pouvoir de manipuler l'esprit humain et d'y implanter de faux souvenirs appelés écrans. La manipulation télépathique des insectoïdes est particulièrement puissante. L'une des procédures auxquelles sont systématiquement soumises toutes les personnes enlevées a été décrite comme un scan mental ou, comme le Dr Jacobs l'appelle, un engagement neuronal. Pendant l'engagement neuronal, l'extraterrestre, généralement un grand gris ou un insectoïde, positionne sa tête directement en face de la personne enlevée, de sorte que son visage n'est qu'à quelques centimètres de distance. Alors la personne enlevée est forcée de fixer les yeux noirs sombres et profonds de l'extraterrestre alors qu'il sonde son esprit et implante de faux souvenirs pour supprimer ou étouffer tout souvenir de l'épisode de l'enlèvement. Les vrais souvenirs, encore présents dans le subconscient, sont alors balayés derrière une série de souvenirs écrans conçus pour en empêcher l'accès. Par exemple, une personne enlevée par des extraterrestres peut se souvenir d'abord d'un rêve dans lequel un hibou, par exemple, était perché sur la table de chevet à côté de son lit, le regardant de ses grands yeux noirs et semblant converser avec elle dans son esprit, jusqu'à ce qu'elle réalise que c'était un rêve et que ce n'était pas un hibou, mais un extraterrestre gris. Les extraterrestres jouent également habilement sur les idées préconçues et les systèmes de croyances de leurs victimes d'enlèvement. Une personne qui adhère, par exemple, aux croyances New Age peut se voir présenter un souvenir visuel impliquant des rencontres avec des extraterrestres bienveillants. Des rencontres extraterrestres au cours desquelles d'importantes connaissances spirituelles sont transmises. En réalité, le faux souvenir peut servir à masquer les procédures habituelles liées au programme de reproduction. Les chrétiens sont parfois implantés avec des écrans mettant en scène des anges et des démons, et même la figure du Christ lui-même. L'idée répandue selon laquelle les démons se font passer pour des extraterrestres est très certainement réelle, mais c'est également vrai dans l'autre sens. Des extraterrestres se font passer pour des démons grâce à des souvenirs virtuels. Le processus n'est toutefois pas infaillible, parce que les personnes enlevées sont parfois capables de se souvenir d'un épisode d'enlèvement ou de fragments d'un épisode sans avoir à contourner une mémoire écran. Mais c'est plus rare. Il existe des moyens pour les personnes enlevées de débloquer les véritables souvenirs cachés derrière les écrans, notamment par le biais de techniques de relaxation et de régression hypnotique. Des souvenirs refoulés peuvent également être débloqués par le biais de substances psychoactives comme le LSD, le DMT et la mescaline. C'est pourquoi certaines personnes voient des extraterrestres gris lorsqu'elles sont sous l'effet de drogues psychédéliques. Elles récupèrent involontairement des fragments de souvenirs refoulés, notamment les visages de leurs ravisseurs. La grande majorité garde des souvenirs bizarres et flous de soucoupes volantes et de petits hommes qui viennent leur rendre visite de temps en temps. La plupart les considèrent comme des rêves. Outre les gris et les insectoïdes, il existe aussi des hybrides à bord des vaisseaux extraterrestres accomplissant diverses tâches. Résultant du programme de reproduction, l'apparence des hybrides correspond au ratio d'ADN non humain et d'ADN humain dans leur génome. Donc, le spectre de leur physiologie va s'étendre de presque extraterrestre à presque humain. À l'extrémité presque extraterrestre du spectre, les hybrides ressemblent plus aux gris, avec quelques traits humains. Ils sont plus grands que les gris et ont des têtes disproportionnées, bulbeuses,
Des grands yeux, des membres fins, un petit nez, des lèvres fines et des cheveux ébouriffés. Les extraterrestres, eux, n'ont pas de cheveux. Mais à l'extrémité presque humaine du spectre, ils sont pratiquement impossibles à distinguer des hommes et des femmes ordinaires. Au cours du siècle dernier, par un processus d'essai-erreur, il semble que les insectoïdes aient perfectionné un hybride avec le génome précis, lui permettant de paraître entièrement humain, tout en conservant les pouvoirs télépathiques des extraterrestres. De façon inquiétante, ces hybrides avancés, que Jacobs nomme hybrides, sont conçus pour se fondre parfaitement dans la population et agir comme agents infiltrés pour le compte de leur seigneur insectoïde. Plus inquiétant encore, les hybrides semblent manquer cruellement d'une caractéristique humaine typique, l'empathie. Ils n'ont aucune inhibition morale et aucun respect pour la souffrance humaine. Ils n'agissent que dans l'intérêt de leur programme. Le Dr Jacobs pense que les insectoïdes mènent une opération secrète d'acquisition planétaire. Au lieu d'assimiler les habitants d'une planète qu'ils souhaitent acquérir collectivement, ils s'intègrent à la population par le biais d'hybrides en vue d'une prise de pouvoir de l'intérieur. Il s'agit d'un coup d'État silencieux plutôt qu'une déclaration de guerre ouverte. Les hybrides s'installent rapidement à notre insu et peuvent utiliser leur puissante capacité télépathique pour nous contrôler. Il est clair que les insectoïdes ne tentent pas d'arracher la Terre à l'humanité par la force, mais plutôt de devenir suffisamment humains pour voler le droit de domination d'Adam et de prendre possession de la Terre par la ruse. Si leur plan était de nous soumettre par la force, ils pourraient facilement pulvériser un continent entier avec une bombe antimatière ou d'autres armes de destruction massive et amener l'humanité à une totale soumission. S'ils voulaient que la Terre reste intacte, ils pourraient libérer un virus mortel ou des agents chimiques dans l'atmosphère pour nous exterminer comme des cafards. En effet, si l'autorité des hommes n'était pas gardée par les armées du royaume, tous auraient été mis en esclavage et auraient péri aux mains d'extraterrestres envahisseurs il y a longtemps. Pour reprendre les paroles de Paul, « Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que ce qui le retient encore ait disparu. » À mon avis, ce qui le retient a fait l'objet d'un débat depuis des siècles et reste un mystère à ce jour. L'hypothèse la plus populaire à notre époque est que ce qui retient la parution de l'Antéchrist, c'est l'épouse du Christ. Il est toutefois aussi plausible qu'il s'agisse en fait, ce qui le retient, des principautés fidèles à Yahvé au sein de l'armée du royaume, y compris, par exemple, l'archange Michael. C'est une possibilité. Il est important de souligner que le phénomène d'enlèvement est intergénérationnel. Autrement dit, il est héréditaire. Si l'un de vos parents était enlevé ou si vous êtes une personne enlevée, alors vous et vos enfants pourraient également être enlevés et intégrés au programme de reproduction. Il ne semble y avoir aucune exception à cette règle. Les enlèvements ne sont pas des événements isolés. Les personnes enlevées sont continuellement prises par les gris depuis leur plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Lorsqu'ils deviennent âgés, ils ont vécu des centaines d'épisodes d'enlèvement. La lignée familiale des personnes enlevées n'est pas spécifique à une race, une religion ou une culture. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les extraterrestres choisissent d'enlever des membres successifs d'une même famille. La première raison est la commodité. Les enfants des personnes enlevées sont commodément enlevés à partir du même environnement que leurs parents. Les enfants jouent un rôle particulier dans le programme. Ils sont souvent contraints d'interagir et de jouer avec des enfants hybrides à bord du vaisseau extraterrestre, probablement dans le but de les acclimater à l'interaction humaine et aux normes sociales.
Les extraterrestres sélectionnent probablement aussi des traits héréditaires spécifiques qui sont des composants essentiels du profil génétique des hybrides. Les chercheurs chrétiens qui ont osé aborder ce sujet sont convaincus que l'objectif principal du programme d'enlèvement est la tromperie. Ce n'est pas exact. La tromperie est un moyen pour atteindre un but. Le but est de dissimuler le programme de reproduction. Les gris ne veulent pas que nous sachions ce qu'ils font. Ils ne communiquent pas leurs intentions particulières aux personnes enlevées et ne diffusent pas de messages théologiques ou spirituels. Les humains ne sont pas endoctrinés par ces extraterrestres, mais exclusivement exploités pour leur matériel génétique. Le fait qu'ils soient trompeurs ne signifie pas qu'ils sont démoniaques. Contrairement à la croyance populaire, ils ne sont pas des démons. Les démons sont les esprits désincarnés issus de la progéniture des veilleurs avant le déluge. La Bible est claire à ce sujet-là et c'est renforcé par le livre de Enoch. Les démons ne se manifestent pas eux-mêmes en tant qu'êtres physiques, mais plutôt par la possession du corps physique de leurs hôtes. Il a été suggéré que les gris ont été créés expressément dans le but d'incarner des esprits démoniaques, qui sont à toute fin pratique des enveloppes charnelles pour des démons, pour ainsi dire. Cette théorie n'est pas cohérente non plus. Voici pourquoi. La nature des esprits démoniaques est à l'opposé du tempérament des gris. Les démons sont des êtres sauvages et voraces, totalement consumés par le désir d'atténuer le tourment de leur misérable condition en habitant des corps de chair, à travers lesquels ils rassasient leurs désirs charnels autrement insatiables. Lorsqu'on y pense, si on devait concevoir un corps le plus repoussant possible pour les esprits démoniaques, on ne pourrait pas faire mieux que l'extraterrestre gris. Les gris ne sont clairement pas faits pour le plaisir. Ils n'ont pas d'organes sexuels, du moins, personne n'en a jamais rapporté. Ils ne possèdent pas de mâchoire, de dents ou de langue pour la mastication et le plaisir de manger. Ils absorbent plutôt des nutriments liquides. Et même s'ils devaient désirer du plaisir, et rien ne prouve qu'ils en aient le désir, ils n'ont ni le temps à s'adonner à ça, car ils sont sans cesse occupés à la récupération et au traitement des personnes enlevées, ni la faculté. Donc, aussi pratique soit-elle, la théorie démoniaque des ovnis est imparfaite et ne résiste pas aux faits. Il existe de nombreuses preuves que les ovnis, mis à part les orbes de lumière, sont des véhicules spatiaux bien matériels, corroborés par le fait qu'ils sont systématiquement détectés par radar et poursuivis par les pilotes de chasse, qui parviennent à avoir une confirmation visuelle de leurs occupants. Il faut également tenir compte de la crédibilité des récits de récupération de victimes d'écrasement de véhicules extraterrestres et des technologies rétro-ingénierées qui ont fait surface au fil des décennies. On sait qu'on a beaucoup de notre technologie provient de la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres. Pour autant que je sache, les démons ne sont pas occupés à fabriquer du matériel technologique. Donc aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde sont régulièrement enlevées depuis leur maison, leur voiture, leur bateau, partout ailleurs où ils se trouvent, par des êtres extraterrestres qui les soumettent aux interventions physiques invasives qui laissent des cicatrices sur leur corps et des bébés dans leur ventre. Un tel phénomène n'a jamais été observé auparavant dans l'histoire écrite. Et personne ne semble être exempté. Les chrétiens évangéliques sont enlevés aussi régulièrement que les non-chrétiens, y compris les prêtres ou les pasteurs qui sont dans le combat spirituel ou les sentinelles. Il n'y a pas d'exception. L'affirmation populaire selon laquelle les enlèvements extraterrestres peuvent être interrompus par l'invocation du nom de Jésus est malheureusement fausse. Les récits d'enlèvement sont remplis d'exemples où des chrétiens sincères réprimandent vigoureusement leurs ravisseurs en vain. Être enlevé par des extraterrestres gris n'est pas, dans une certaine mesure, tellement différent que d'être enlevé par des trafiquants d'êtres humains. Dans les deux cas, vous êtes amené de force et contraint de prêter votre corps à des personnes qui vous agressent sexuellement. Du moins, dans le cas des extraterrestres, vous êtes reconduit chez vous après cette épreuve avec un peu de séquelles.
Certains aiment qualifier les extraterrestres gris d'interdimensionnels parce qu'ils ont la capacité apparente de défier les lois de la nature. Comme peu de gens savent réellement ce que signifie interdimensionnel, il est souvent utilisé pour signifier surnaturel. Mais tel que je l'expliquais dans l'épisode 3 de cette série, le mot surnaturel, c'est pas un mot qui existe dans la Bible. Tout est inclus dans la nature. Ce qui est considéré surnaturel, c'est simplement des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie de la nature. Par conséquent, la notion d'être interdimensionnel est populaire parmi les chrétiens qui préfèrent éviter l'inconfort qu'ils ressentent face à la réalité de l'existence des extraterrestres, qu'ils jugent incompatible avec le paradigme biblique. Pourtant, il est clairement évident que les anges ne sont pas humains ni d'origine terrestre. Par conséquent, ils doivent être considérés à la fois comme étrangers, aliens, et extraterrestres, selon la définition, sinon les mots n'ont aucun sens. La raison pour laquelle tant de chrétiens ont du mal avec la notion de l'existence d'une vie extraterrestre est due au fait qu'ils sont convaincus qu'elle contredit les Écritures. Bien que ce sentiment soit compréhensible, il est également non fondé. L'existence d'extraterrestres ne contredit pas plus l'Évangile du Christ que l'existence des anges. L'œuvre du Christ concerne exclusivement les fils d'Adam. Si Jésus n'est pas mort pour expier les péchés des anges, mais seulement ceux des humains, il n'en demeure pas moins qu'il reviendra pour juger les anges à la fin. L'humanité a été créée pour vivre en communion avec Dieu, puis a été corrompue par l'entremise d'êtres célestes ou extraterrestres venus d'ailleurs. Dieu n'emploie-t-il pas des anges pour des tâches spécifiques? Si les hommes ont été mandatés pour assumer la gestion de la Terre, ne devrions-nous pas nous attendre à trouver des entités qui n'ont pas reçu cette responsabilité? Je vous invite à revoir à ce sujet l'épisode 1 de cette série, La race aînée. On a beaucoup parlé sur l'improbabilité qu'une race extraterrestre atteigne la planète Terre depuis un autre système stellaire en raison des distances immenses qui devraient être traversées. Aussi persistant que soit cet argument, il est sans pertinence, car en réalité, la distance est sans importance. Il est théoriquement possible de se rendre à la surface de Mars en passant par un pont d'Einstein-Rosen, également connu sous le nom de trou de verre. Plutôt que de donner accès à une autre dimension, un trou de verre permet d'accéder à une autre région de l'univers à travers un portail dimensionnel. Un peu comme une feuille de papier pliée en deux, dans laquelle un trou, fait avec la pointe d'un crayon, traverserait deux points éloignés de la feuille dans un seul point. De même, deux points éloignés de l'univers peuvent être rapprochés et reliés par un trou de verre. Traverser le trou de verre pour aller du point A au point B permettrait de voyager plus vite que la lumière sans en dépasser la vitesse. Les ponts d'Einstein-Rosen sont dérivés des équations des champs de la relativité générale et prédites dans la théorie des cordes, quoique nous ne possédions pas officiellement la technologie nécessaire pour tester leur utilité et encore moins pour les produire. La courbure de l'espace-temps est un principe fondamental dans la théorie de la relativité d'Einstein et une réalité physique prouvée. Une civilisation extraterrestre dont les connaissances technologiques surpassent de loin les nôtres pourrait probablement contourner les vastes distances entre les étoiles en courbant l'espace spatial autour de leur vaisseau plutôt que de le traverser. Bien que moins fréquemment rencontré que les gris, le récit d'une race extraterrestre humanoïde a fait surface un peu partout dans le monde, y compris dans les montagnes des Andes parmi les indigènes et dans l'Himalaya. Ces êtres, souvent appelés nordiques ou pléiadiens, parfois aussi maîtres comme dans La vie des maîtres, sont généralement décrits comme de beaux jeunes hommes aux cheveux blonds, aux yeux bleus éblouissants et ayant le teint clair. Ce ne sont pas des géants, comme certains le prétendent. Ils mesurent environ 1,98 m à 2,13 m.
Il s'agit vraisemblablement de membres de la race ancienne que la Bible nomme les étoiles du matin. Par tradition, nous avons pris l'habitude de visualiser les êtres spirituels décrits dans la Bible comme les anges, comme ayant des ailes. Mais ce n'est pas exact. Le récit biblique semble insinuer une description d'anges qui est conforme à celle des Nordiques. Par exemple, à la veille de la destruction de Sodome, Lot était assis à la porte de la ville lorsqu'il vit deux hommes qui approchaient. Il les reconnut immédiatement comme des anges. Comment cela serait-il possible, à moins que leur apparence ne fût particulière d'une manière ou d'une autre? Les hommes de Judée, où était situé Sodome, étaient ethniquement sémitiques, ce qui signifie qu'ils ressemblaient aux habitants du Moyen-Orient d'aujourd'hui, relativement petits comparativement aux Européens, avec une peau bronzée et des yeux foncés et des cheveux noirs ou bruns. Deux grands blonds aux yeux bleus et à la peau blanche lumineuse se démarquaient inévitablement à Sodome. Et l'apparence unique et frappante de ces hommes est soulignée par la réaction des Sodomites qui, étant des homosexuels enragés, rassemblés devant la porte de Lot, exigeaient qu'il fasse sortir ses invités pour qu'ils puissent abuser d'eux. Aucun homme sémitique ordinaire, aussi beau soit-il, aurait attiré ce genre d'attention dans une ville en pleine effervescence. Donc les étoiles du matin, déchues, ou anges déchus, ne sont pas les êtres grotesques que nous avons imaginés. Bien au contraire, ils sont faits à l'image de Dieu et sont des fils du plus haut ordre. Ainsi, il faut s'attendre à ce que les princes dragons et leur progéniture hybride ressemblent à ces Nordiques. Nous devrions également nous attendre à les trouver, comme les Nordiques, à la tête d'une technologie de pointe, conforme aux normes avancées de la civilisation dont ils sont issus. Selon la légende d'Eisenhower, après que la communication ait été faite avec les Gris, une autre faction extraterrestre à l'apparence humaine, les Nordiques, a pris contact avec le gouvernement américain. Ce groupe, écrit William Cooper, nous a mis en garde contre la race orbitant autour de l'équateur, les Gris, et nous ont proposé de nous aider dans notre développement spirituel. Ils ont exigé que nous démantelions et détruisions nos armes nucléaires comme une condition essentielle. Ils ont refusé d'échanger de la technologie, prétextant que nous étions spirituellement incapables d'assumer la responsabilité de la technologie que nous possédions déjà. Ces propositions ont été rejetées par le représentant américain sous prétexte qu'il serait insensé de nous désarmer face à une telle situation et un avenir aussi incertain. Il n'y avait aucun précédent sur lequel se baser. Cela a peut-être été une décision malheureuse. Que les Nordiques aient ou non fait une telle proposition par le passé, un scénario similaire risque de se reproduire à l'avenir. Le programme de reproduction des extraterrestres gris représente une grave menace pour l'espèce humaine. En effet, la plus terrible que nous n'ayons jamais affrontée. À la fin des années 90, le Dr Jacobs a commencé à entendre un mantra répété sans cesse par de nombreuses personnes enlevées, issues de différents milieux. Des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées. Elles parlaient d'un changement qui allait bientôt se produire sur Terre. Ce changement, écrit Jacobs, consisterait en des hybrides à l'apparence humaine se mêlant aux humains dans la vie quotidienne. Les personnes enlevées ont rapporté que les extraterrestres leur avaient dit que bientôt, tout le monde serait ensemble. Ces déclarations faites de manière fréquente nous amènent à comprendre que ça faisait partie de l'objectif des extraterrestres. Leurs activités et communications suggéraient fortement qu'ils étaient engagés dans une opération de type cheval de Troie, soigneusement conçue, qui visait à intégrer les hybrides dans la société humaine. De nombreuses personnes enlevées reçoivent désormais de nouvelles tâches complémentaires. Au cours de la dernière décennie, des personnes enlevées ont dit que bien que les procédures d'enlèvement courantes soient toujours pratiquées, la mise en œuvre du changement est désormais presque devenue une tâche à temps plein.
Il est désormais clair que l'intégration à la société humaine est l'objectif principal des extraterrestres. Tous les extraterrestres font partie d'un programme dédié à intégrer les hybrides à l'humanité. Ils accomplissent leur devoir pour atteindre les objectifs du programme et sont tous interconnectés neurologiquement. Ils ont tous prêté allégeance aux insectoïdes. Ils ne parlent pas de guérison de la Terre ou humaine, ni d'illumination, ou encore de se joindre aux humains dans une communauté cosmique. Ils parlent de l'envoi d'extraterrestres sur Terre pour y vivre sans être détectés et, à terme, de supplanter les humains. Une série entière pourrait être consacrée à l'élaboration des sujets abordés jusqu'ici. Mais nous devons conclure ce long épisode. Les États-Unis ne sont pas la seule nation à avoir pratiqué le troc avec des extraterrestres. Il semblerait que les instances dirigeantes partout dans le monde sont entrées dans un pacte dangereux avec les gris. Nous développons leur technologie et ils obtiennent d'enlever les citoyens de toutes les nations. Il existe une question persistante à laquelle les ufologues n'ont pas réussi à répondre concernant cet accord trompeur. Pourquoi les extraterrestres auraient-ils besoin de notre permission pour les enlèvements? Il est évident que nous sommes impuissants à les arrêter. Les gris peuvent enlever leurs victimes quand et où bon leur semble, à notre insu, sans égard à notre intervention. Alors pourquoi devraient-ils informer nos dirigeants politiques du programme d'enlèvement? Cette question n'a de sens qu'à la lumière du récit biblique. Les fils d'Adam sont les seuls gardiens de la planète Terre mandatés par Yahvé. Nous sommes peut-être impuissants pour empêcher les gris de pénétrer dans notre domaine, mais ils ne sont pas au sommet de la hiérarchie. Les armées du royaume défendent notre droit de dominion sur Terre. En raison du libre arbitre, nous pouvons toutefois choisir d'ouvrir les portes si nous étions aussi insensés et ouvrir la porte au cheval de Troie. Tout comme au temps de Jared, lorsque les fils de Caïn échangèrent leurs filles contre la connaissance des veilleurs, nous avons échangé nos facultés reproductives contre la technologie des gris. Le résultat sera sensiblement le même, tel qu'annoncé par notre Seigneur Jésus-Christ, comme au temps de Noé. La progéniture qui provient du ventre de nos femmes tentera d'usurper le droit inaliénable de notre espèce. Le dernier point que j'aimerais aborder porte sur cette question. Comment le programme des insectoïdes est-il lié aux machinations du dragon? Il est inconcevable que la présence extraterrestre ait pris par surprise les princes dragons, les Nordiques. Ils devaient avoir anticipé leur arrivée ou bien ils l'ont organisée. C'est une question particulièrement difficile à résoudre parce que nous avons affaire à une intelligence considérablement supérieure à la nôtre. Et plutôt que de m'engager sur une seule hypothèse, je propose humblement les 3 possibilités suivantes. Première possibilité, les gris sont contrôlés par les princes dragons. Le programme de reproduction est directement orchestré par des agents de l'insurrection. Les insectoïdes sont sous leurs ordres. Deuxième possibilité, les gris sont alliés aux princes dragons. Le programme de reproduction est géré par les insectoïdes dans le cadre d'une stratégie plus large, mutuellement avantageuse pour les 2 parties. Les gris pourraient être l'une des nombreuses factions extraterrestres qui ont rejoint l'insurrection en préparation de la guerre à venir, c'est-à-dire l'Armageddon. Troisième possibilité, les gris sont autonomes. Le processus de reproduction a été initié uniquement par les insectoïdes pour leurs propres objectifs. Les princes dragons profiteront de la menace extraterrestre pour tromper l'humanité. Les alternatives 1 et 2 présentent un scénario dans lequel l'espèce humaine est essentiellement supplantée par des hybrides extraterrestres en masse ou de manière sélective. Les princes dragons pourraient orchestrer l'usurpation de l'autorité humaine en introduisant des hybrides dans les hautes sphères gouvernementales de toutes les nations de la Terre. Les puissantes capacités télépathiques de ces candidats leur permettront de gravir facilement les échelons politiques. Une fois qu'ils seront tous en poste,
Ils coordonneront la formulation de l'Empire mondial et prépareront l'arrivée de la bête. Quand Apollon sera révélé, l'autorité sera consolidée entre ses mains. La troisième alternative facilite un scénario dans lequel la progéniture héroïque de la race dorée apparaîtra pour délivrer l'humanité de la menace extraterrestre. Cette éventualité coïncide avec le récit de William Cooper concernant le premier contact avec les Nordiques qui nous ont avertis à l'avance de l'arrivée des gris. Les insectoïdes ont l'intention de supplanter l'espèce humaine et de soumettre la Terre par la ruse, et il n'y a aucun moyen de les arrêter, leur technologie est nettement supérieure et leurs hybrides sont indétectables. L'humanité fait face à une menace imminente, la subjugation aux seigneurs insectoïdes. C'est alors qu'entre en scène Apollon le Sauveur. Le contraste avec les hideux envahisseurs extraterrestres gris et bulbeux, aux membres décharnés et aux yeux noirs sinistres, contre les traits d'une beauté saisissante des sauveurs blonds dorés qui viendront à notre défense, sera vraiment frappante en effet. Apollon et ses compagnons feront leur apparition grandiose pour sauver l'humanité d'une fin certaine. La possibilité 2 pourrait également prendre en compte cette éventualité. Le dragon pourrait être actuellement allié avec les insectoïdes, mais les poignardera dans le dos lorsque la manœuvre sera le plus avantageux. Cela signifierait que les gris sont manipulés comme une opposition contrôlée et sont entièrement inconscients de la trahison imminente. Bien que tous ces scénarios soient possibles et bien d'autres encore, il est clair que la politique de non-divulgation qui jusqu'à récemment était agressivement assurée par le Pentagone équivaut à un aveu tacite que les gris ne peuvent être arrêtés. Pourquoi sensibiliser la population à un problème pour lequel il n'y a aucune solution? Même les forces combinées des États-Unis, de l'Union européenne, de la Russie et la Chine sont impuissantes à empêcher un adversaire qui circule librement dans l'espace aérien restreint au-dessus de nos bases militaires les plus secrètes et désarme régulièrement nos missiles nucléaires dans leurs silos. Notre seul espoir de vaincre un ennemi aussi insaisissable est de se trouver un allié ayant des capacités identiques ou supérieures. Bien que l'espèce humaine ne puisse les neutraliser, les gris succomberont rapidement face à la supériorité technologique de la race aînée. Dans une démonstration de puissance invincible, Apollon vaincra les envahisseurs insectoïdes et gagnera l'affection des nations. Les peuples s'émerveilleront que les dieux sont revenus pour régner sur un monde de paix. L'arrivée opportune d'Apollon sera interprétée par le Vatican comme le retour tant annoncé du Christ. Les Juifs accueilleront le Sauveur à la chevelure dorée comme le Messie, les musulmans comme le Mahdi et les bouddhistes comme Maitreya. Après nous avoir délivrés d'une destruction certaine aux mains des gris, Apollon et ses compagnons, à l'instar des veilleurs qui les ont précédés, nous enseignerons les secrets que nous désirons apprendre, offrant la santé, l'immortalité et un âge d'or en leur compagnie. C'est à travers ces promesses qu'ils nous fourniraient la pièce finale de notre transformation post-humaine.